Journée des casques bleus en RDC, depuis la MONUC jusqu'à la MONUSCO, 150 éléments ont péri pour défendre et vouloir faire régner la paix. Journée de partage, le RODESIC a fédéré les journalistes autour de la participation citoyenne pour faire triompher les succès du plaidoyer visant l'enracinement de la culture démocratique dans la communauté. Antenne A, le journal John Ngomboa. Bonsoir madame, monsieur, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour le rendez-vous de l'actualité sur la chaîne de référence. Les blouses blanches en préavis de grève ce mercredi 29 mai à partir de minuit. Dans un communiqué publié ce jour, eh bien, les médecins syndiqués par le syndicat national des médecins pointent un doigt accusateur sur le Premier ministre Matata Ponyo. Selon les bureaux exécutifs nationaux du SINAMED, eh bien, ces bureaux auraient déposé depuis le 5 avril un cahier des charges auprès du cabinet du Premier ministre sans que celui-ci daigne leur accorder une audience. Et c'est là, malgré les 7 fois que ce syndicat a sollicité des audiences. Et donc, le SINAMED regrette, selon ses propres propos, que le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ait poussé à la grève malgré toute la bonne foi dont il a fait montre. Les SINAMED restent toutefois disposés à négocier avec le gouvernement afin d'éviter les désagréments liés à la grève, bien sûr aux patients qui sont dans des hôpitaux de la ville et du pays. Ce 29 mai, jour annoncé des préavis, des grèves par les SINAMED, eh bien, c'est aussi la journée internationale des casques bleus à Kinshasa. La commémoration a eu lieu à la base de la bataillon ghanéenne de la MONUSCO à Gombe en présence des autorités onusiennes et de la RDC. Et je vous précise, c'était autour du thème « Maintien de la paix, s'adapter à un nouveau défi ». Reportage de Douzaine Belebele et Mami Tambo. Les casques bleus de l'ONU étaient à l'honneur ce mercredi 29 mai et la journée leur dédiée est l'occasion de rendre hommage aux soldats de la paix en vie et à ceux qui ont perdu les siennes en servant sous le drapeau bleu des Nations Unies. Ils mènent de plus en plus des opérations multidimensionnelles à risque, surtout dans les zones de conflit, avec en priorité la protection de civils. En République démocratique du Congo, plus de 15 000 hommes de troupes onusiennes sont déployés, dont la grande partie est concentrée dans la partie est. Le Conseil de sécurité a voté la résolution 2098 en mars dernier, laquelle donne de nouvelles orientations à la MONUSCO et notamment en créant la brigade d'intervention dont le déploiement est en cours. 10 casques bleus ont péri depuis mai 2012 dans des embuscades au nord et sud Kivu. Ils méritent une reconnaissance particulière, en croire le représentant du gouvernement. Il n'y a pas plus tard que 2 semaines, la communauté internationale a déploré la perte d'un soldat du contingent pakistanais pendant l'exercice de sa mission. En sa mémoire et en celui d'autres casques bleus tombés ici dans notre pays et ailleurs, je vous invite à observer une minute de silence. Ils sont au total 111 000 soldats et policiers originaires de 116 pays qui sont sur le terrain partout dans le monde. Justement, ce 29 mai, c'est aussi un mercredi, jour dédié à la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Tout naturellement, la question de la sécurité dans l'est du pays s'y était invitée et de manière précise également, celle de la mise en place prochaine de la brigade spéciale d'intervention. C'est un reportage de Patricia Amouli. La journée internationale de casques bleus célébrée le 29 mai, plusieurs activités ont été organisées en République démocratique du Congo. Le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Bass, a déclaré que depuis la mise en place de la MONUC jusqu'à la MONUSCO, 150 casques bleus ont péri suite aux accidents ou incidents rencontrés sur le terrain. Par exemple, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire tendue à Beni et à Rutshuru au Nord Kivu. L'environnement sécuritaire s'est beaucoup détérioré
améliorer. Le casque bleu onusien sont toujours aux côtés des FARDC pour contrer tous les groupes armés ou forces négatives. Le porte-parole de la MONUSCO, Mano Djemounoubay, a affirmé que la mission de la brigade spéciale est de neutraliser le groupe armé. Elle sera bientôt mise en place. Toutefois, la voie du dialogue n'est pas exclue dans un tel conflit. Sur le plan humanitaire, il faut noter que la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires et coordinatrice adjointe des secours d'urgence a séjourné à Kinshasa, Goma et Bukavu. Madame Kang a condamné la série des tueries des civils à Goma et ailleurs en République démocratique du Congo. Ce mercredi 29 mai, la Chambre haute du Parlement, le Sénat, a voté la loi relative aux personnes vivant avec handicap et les protocoles facultatifs. Cette loi, qui a pour socle la Convention internationale pour la protection des droits des personnes vivant avec handicap, favorise la bonne cotation des nations qui non seulement arrivent à la voter, mais surtout à l'appliquer. Cette loi de ratification a déjà donc l'autorisation du Sénat pour que le pouvoir exécutif congolais puisse la signer. Aussi, cette loi qui protège les personnes vivant avec handicap vient conforter certaines dispositions retenues dans la loi fondamentale de la RDC. Il s'agit de la Constitution. Les réseaux d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne, le RODESIC, a organisé ce 29 mai une journée de réflexion au CEPAS à la Gombe à l'intention de professionnels des médias avec lesquels il s'est agi d'évaluer leur contribution pour le succès des plaidoyers dans la participation citoyenne et la bonne gouvernance. C'est un reportage de Nadia Koulenfouka et d'Uzen Belebele. Assurer les succès du plaidoyer au travers de la participation citoyenne et la bonne gouvernance, c'est ce à quoi le réseau d'organisation de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne RODESIC aspire. Cette rencontre d'échange a mis en relief le rôle prépondérant de journalistes considérés comme les éclaireurs de la société. Pour nous, il était important qu'on puisse effectivement poser des questions par rapport à cette participation citoyenne, par rapport au plaidoyer qui est développé, de pouvoir essayer de comprendre quels sont les problèmes que rencontrent les professionnels des médias, les journalistes, les reporters et autres, par rapport au travail qu'ils font pour accompagner la population ou pour s'engager pour la transformation de notre société. Des pôles forment la communauté, les gouvernants et les gouvernés. Les journalistes, où qu'ils soient, ont l'obligation de s'y impliquer pour la consolidation de la culture démocratique. Si celle-ci est vivable, mieux la société va évoluer. Nous espérons donc effectivement. Eh bien, en politique, sachez qu'une délégation des forces acquises au changement de l'opposition, bien entendu, a été rendre visite à l'épouse de Diomi Ndongala et jeune. Question d'apporter son soutien à la femme de celui qui est actuellement détenu. Sylvain Kapombo Bosengele, Africa Mojinga, pour le reportage. Cette action sociale posée par les FAC opposition est une façon pour elle de réconforter la femme de leur ami Eugène Diomi Ndongala qui a décrété 9 jours de grève de la faim pour plaider la cause de son mari. Notre ami président et collègue président de la démocratie chrétienne, député national élu de la circonscription de Funa, depuis très longtemps, il a subi un cas d'injustice et il traverse les conditions les plus difficiles à accepter dans un pays démocratique. Nous nous sommes dit, on reconnaît les vrais amis pendant les périodes les plus difficiles. Très émue par cette visite, Madame Diomi a remercié ses hôtes. Il faut que l'opinion congolaise sache qu'un député national en fonction, selon la loi, ne peut pas être mis en détention préventive. À cela s'ajoute une véritable situation de torture. Une belle occasion pour le président du groupe parlementaire IDPS-FAC d'interpeller les autorités. C'est également l'occasion pour nous de lancer un appel ou de faire un rappel au bureau de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse s'impliquer dans le suivi
du dossier de ce député dont les droits ne sont pas respectés par les responsables de l'appareil judiciaire. Les FAC opposition ont promis de poursuivre cet acte de fraternité auprès des femmes des autres opposants congolais arrêtés à Kinshasa. Vous savez certainement, Diomi Ndongala est détenu au CPRK pour présomption des viols sur mineurs. Nous allons parler business, économie et finances. Les guichets uniques pour la création d'entreprises en 3 jours a été inauguré ce mercredi à Kinshasa, Gombe. La cérémonie officielle a eu lieu et désormais créer une entreprise ne devrait plus coûter les yeux de la tête en RDC, affirme en tout cas Africa Mujinga dans ce reportage réalisé avec Mathieu Ngadipofi. Made in présidence de la République, l'idée de la révolution de la modernité envahit même le monde des affaires. En plus de la possibilité de créer en 72 heures une entreprise en République démocratique du Congo, le guichet unique pour ce faire a été inauguré mercredi 29 mai en présence du numéro 1 du gouvernement, Augustin Matata Pognon. Le secteur privé doit être au centre du développement économique. Le secteur privé doit être au centre de la création d'emplois. Ce n'est pas l'État qui offre le volume le plus important de l'emploi, c'est le secteur privé. Et le secteur privé ne peut venir que si les conditions des activités économiques sont favorables. Et dans ces conditions, vous avez le délai de création d'une entreprise qui, comme le disait le DG tout à l'heure, est un parcours des combattants. Il faut que les opérateurs économiques, ceux du Congo et ceux de l'extérieur, aient le plaisir de créer une entreprise dans notre pays. Pour les responsables des guichets uniques, la création de cette structure tombe à point nommé. La mise en place de celui-ci est une des manifestations indubitables de la détermination du gouvernement à ratisser large et à améliorer fondamentalement le climat des affaires dans notre pays. Je voudrais vous en exprimer, au nom de tous les personnels du guichet unique de création d'entreprise et au mien propre, notre sentiment de profonde gratitude en ce jour qui restera, nous le croyons, gravé de lettres indélébiles dans les annales de l'histoire de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Les bénéficiaires ne s'en cachent pas. À leur tour, ils délivrent leurs avis et considérations. Pour nous, ce n'est pas une surprise désagréable. C'est une surprise agréable. Et nous, notre entreprise Liman Logistique SARL, nous sommes dans le domaine de la nouvelle technologie, qui est notre domaine de prédilection, mais nous sommes dans le domaine maritime, dans le domaine de construction, dans le domaine agriculteur. Dans le guichet unique, 3 services sont intervenants, à savoir l'office notarial, le greffe d'immatriculation et le centre d'ordonnancement de la DGRAD. Et puis cette nouvelle en provenance du Fonds monétaire international, en tout cas, le FMI est prêt à entamer des négociations avec le gouvernement de la RDC pour un nouveau programme. Oscar Melado, représentant résident du FMI à Kinshasa, l'a déclaré ce mercredi dans ce bureau logé dans l'hôtel de Monnaie. Le FMI n'attend que le gouvernement, a-t-il dit en substance. C'était à l'occasion de la présentation de perspectives économiques régionale Afrique subsaharienne, créer une dynamique dans une économie à plusieurs vitesses, mais 2013, dans ses études économiques et financières, le FMI rappelle la croissance moyenne de 5% d'Afrique subsaharienne, donc au sud du Sahara. La RDC aura en 2013 une croissance de 8,3%. Malgré cette croissance forte, les effets en termes d'emploi et des revenus pour la population ne sont pas encore perceptibles malgré un cadre macroéconomique stable. Il ne nous cesse d'ailleurs de le répéter, le Premier ministre que vous venez de suivre tout à l'heure. Eh bien, du Premier ministre, rendons-nous maintenant au cabinet, plutôt auprès du vice-premier ministre en charge du budget, Moukoko Samba, s'est dernièrement rendu en province orientale où les barrages hydroélectriques de la Tchopo posent problème. Les dispositifs appelés notes de musique laissent échapper des fuites suite à sa défection. C'est un reportage que nous proposent nos confrères qui s'occupent de la communication au cabinet du vice-premier ministre Moukoko Samba.
une tôle qui lutte entre la pression de l'eau et l'attaque de la corrosion. La population de Kisangani vit avec impuissance et amertume ce danger qui rôde le barrage hydroélectrique de la Tchopo et peut faire arrêter les travaux de l'usine de la Régie des eaux. Avec 24 territoires, la province orientale n'est servie que par 5 centres de distribution. 5 autres sont à l'arrêt. Pour résorber la situation, au vice-premier ministre du budget, les experts de la Régie des eaux ont fait 2 propositions. Construire la Tchopo 2 ou remettre en service les machines inopérationnelles. Sur l'axe énergie électrique, la demande est de 30 MW. Aujourd'hui, les consommateurs se contentent d'une production de 19 seulement. L'insuffisance du courant électrique est ressentie par les ménages, par les usines et par les mines. C'est au cours de cette séance de travail que le gouvernement provincial a détaillé ses ambitions. Un plan chiffré, cohérent, capable d'attirer les investissements a été présenté. Pour une vision futuriste, la province orientale imagine la création des zones économiques spéciales à ses frontières, booster l'agriculture, créer de l'emploi, construire des kilomètres de routes de desserte agricole, lutter contre la faim et assurer l'autosuffisance alimentaire pour sa population. L'industrie du tourisme va également renaître. L'étude a été présentée. Restons toujours dans le domaine de l'énergie. Eh bien, l'énergie solaire a fait l'objet d'une matinée d'exposé et d'échange ce jour à Notre-Dame de Fatima. Les applications de l'énergie solaire et ses avantages ont été présentés par plusieurs firmes. Et ceci, l'agriculture semble pour ce faire être un secteur porteur pour l'énergie solaire. Reportage des Jean-Louis Miasekama et Hugues Moussangilay. La RDC, pays de l'eau en abondance et pays de tous les minerais. La RDC, c'est aussi le pays du soleil, mais c'est astré et peu exploité. L'énergie solaire peut régler d'énormes solutions, comme le dit l'ingénieur Manu Dardenne, administrateur délégué d'Energy Tech de Belgique. Donc une solution de production décentralisée d'électricité grâce au soleil. Je rappelle que le soleil nous donne à peu près 400 fois ce que le monde consomme par jour, donc par an, pardon. Donc voilà, cette énergie est disponible ici en généreusement et pourquoi ne pas en profiter et remplacer petit à petit d'autres sources d'énergie qui sont plus polluantes. Et la technologie solaire est accessible selon Cosmos Solar Solutions. L'aspect de l'appropriation de la technologie, évidemment, pour chaque projet, on utilise les ressources locales. Que ce soit pour créer le câblage, ramener l'énergie dans chacune des installations, des maisons des habitants. Alors, en termes de gestion, comme c'est centralisé au niveau du village, nous préférons toujours qu'il y ait une structure, genre coopérative, communautaire, qui puisse gérer les installations. Le terrain de prédilection pour les applications d'énergie solaire est sans contexte l'agriculture, comme l'explique le président de la Fédération nationale des agriculteurs du Congo, l'ambassadeur Mugalou. Le plus grand problème, c'est regrouper les paysans en communautés de caution solidaire. Ces paysans regroupés par 10 ne seront plus anonymes, ils pourront avoir un crédit au travers de la caution des 9 autres s'il y a un qui demande. Comme ils sont à 10, ils peuvent demander le crédit vélo, crédit moto, etc. Pour cela, qu'ils soient regroupés en coopérative, pour qu'ils soient propriétaires des matériels et machines qu'ils utilisent dans leur champ, de l'infrastructure. Énergie et agriculture peuvent faire bon ménage en RDC, pourvu que les décideurs politiques mettent les moyens conséquents. En prévision de la journée mondiale sans tabac, le ministère de la Santé a organisé un séminaire atelier sur une matinée scientifique plutôt sur les dégâts que cause le tabac. Et c'est justement pour démontrer la raison d'adoption de la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Reportage dans la salle Ngwete à la Gombe par Patricia Bassoa, Guylaine Zawadi et Pepito Matondo.
L'Organisation mondiale de la santé profite de la prochaine journée internationale sans tabac pour promouvoir l'interdiction de la publicité, de la promotion et du parrainage de produits tabacicoles, car jusqu'à ces jours, l'industrie du tabac continue à faire la promotion du produit sans s'inquiéter du reste et ainsi le pourcentage de fumeurs augmente. Pourtant, depuis 2002, 2 arrêtés ministériels ont été pris sur la publicité du tabac, l'un portant sur l'arrêt de la promotion du tabac en images et l'autre demandant à ce que soit inscrit sur le paquet la mention grandeur nature, fumer est préjudiciable à la santé et encore le taux du goudron et de la nicotine que contient un paquet de cigarettes. La présence de corps militaires dans cette matinée était pour conscientiser les hommes en uniforme car la cigarette a des effets néfastes sur l'exercice de leurs fonctions dans la communauté. Le tabagisme tue chaque année près de 6 millions de personnes dans le monde, dont 600 000 victimes du tabagisme passif. Ainsi, l'occasion était propice pour alerter le public sur le danger sanitaire lié au tabagisme. Il s'agit aussi d'un médecin qui affirme que la saison sèche ne perturbe en rien les cycles menstruels de la femme, bien loin de là. Et pour quelles raisons? Eh bien, vous allez découvrir dans ce reportage de Sage Djambalamba grâce Kazadi et Sylvain Kapombo qui ont eu à interroger le docteur Geringbo, médecin au centre médical de la GECAMIN. Si la saison sèche perturbe la santé physique de l'homme, du Congolais en particulier, il n'en est pas le cas pour les cycles mensuels de la femme. C'est une équivoque qu'il faut lever, dixit le docteur Geringbo. Pendant cette période, c'est une période de saison sèche. Il fait froid, il fait frais, moins chez nous. Il fait moins chaud sinon une certaine partie de la journée. Mais je vous confirme que ça n'influence pas, n'est-ce pas, le cycle menstruel d'une femme. Et pendant la période où il fait frais, les gens sont plus rapprochés, ils perdent un peu plus le temps dans leur lit, hein, ils ne sont pas pressés de sortir. Et vous savez, la proximité faisant, l'homme et la femme se retrouvent. Et puis, il n'y a plus de grossesse. C'est ainsi qu'on constate que pendant cette période-là, les conditions climatiques donnent une certaine ambiance favorable à la procréation, tout simplement. Mais ça n'influence pas les cycles menstruels de la femme. À cause du froid, les partenaires aiment à se blottir et l'activité sexuelle devient parfois intense dans certains couples et la conséquence directe, c'est la grossesse à la fin de la saison. Et c'est mieux quand c'est légal. Eh bien, si sous les tropiques nous avions l'hiver, eh bien, j'ose pas imaginer la démographie galopante qui allait s'en suivre, s'il faut s'en tenir à cette affirmation. Bon, bref. Pour le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi, est allé au secours des siens dans les territoires de Malemba-Nkulu au Katanga qui avaient été affectés par une crue des eaux du fleuve. Et il a agi par l'entremise de sa fondation pour pouvoir donner matelas, produits pharmaceutiques et d'autres biens à toutes ces personnes qui en avaient fortement besoin. Le récit est d'Eric Izami. Initiateur de Nabi Samueli House, Flori Kabange Numbi, procureur général de la République, a été à Malemba-Nkulu au Katanga pour offrir des dons de vivres et non-vivres au bénéfice des nécessiteux et sinistrés dans cette partie de la province du Katanga. Matelas, draps de lit, produits pharmaceutiques, vêtements, chaussures, seaux, de savons et autres biens de valeur. Il faut dire que le procureur général de la République a fait faire une collecte à Kinshasa, la capitale, notamment au Grand Hôtel Kinshasa, à l'esplanade de la RTNC, pour aider la population du territoire de Malemba-Nkulu. Le PGR Kabange Numbi s'est rendu personnellement jusqu'à l'hôpital général de référence de Malemba-Nkulu. Ensuite, la cargaison s'est dirigée vers le home de vieillards où les pensionnaires ont salué l'aide leur apportée. De plus, il s'est aussi rendu dans la périphérie de Malemba-Nkulu pour marquer son attachement à cette population. De partout où il a été, l'on pouvait aisément lire la joie sur les visages de bénéficiaires. Un acte de charité loué par la population. Vient de paraître Appropriatologie, livre publié par le professeur Sylvain Mitouba Lukusa. Pour l'auteur, cette nouvelle discipline est l'étude rationnelle et systématique du phénomène d'appropriation dans ses multiples
manifestation. José Moussangana, Duzen Belebele pour le reportage. Appropriatologie, esquisse d'une science nouvelle. C'est le titre de cet ouvrage qui a été porté sur le fond baptismaux par le président du conseil d'administration de l'Université libre de Kinshasa, Médard Bompoko. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de l'appropriatologie? C'est la science d'appropriation, n'est-ce pas? C'est la science qui étudie les phénomènes d'appropriation par ses multiples formes. En quoi cette nouvelle discipline est-elle importante pour les Congolais? Nous, les Congolais, faire un effort pour que nous puissions nous approprier de notre souveraineté, de nos richesses, de notre géopolitique, parce que dit-on, n'est-ce pas, la nature a l'horaire du vide. Si nous ne prenons pas les choses au sérieux, si nous ne voulons pas nous approprier de ce qui nous revient de droit, ce sont les autres qui vont le faire à notre place. Et c'est comme ça que j'invite la population, tout comme le gouvernement, à une bonne gouvernance pour bien gérer cet espace. Sinon, déjà, il y a des plans, il y a des émissions, tout ça, sur la balkanisation de la RDC, alors que la balkanisation, c'est une sorte d'expropriation. À travers cet ouvrage de 200 pages publié chez Club, Sylvain Mitouba, son auteur, tente de donner les fondements épistémologiques de cette nouvelle science et il enjoint son expérimentation empirique, l'appropriatoscopie, qui n'est que le résumé de sa thèse de doctorat, d'où est partie la réflexion appropriatologique. Élection à la FECOFA, on en parle encore. Cette fois-ci, il s'agit du délégué de la CAF et de la FIFA à cette élection qui, selon Monsieur Anjorin Moucharaf, se sont déroulées sans anicroche. Reportage de Papi Katassi, Rigo Moulopo. Présent Kindou pour superviser les élections pour le compte de la Fédération internationale de football association et la Confédération africaine de football, les Béninois Anjorin Moucharaf s'est dit satisfait du déroulement du scrutin. Je peux vous affirmer, sans risque de me tromper aucun, que les élections se sont très bien passées et que la famille du football de la République du Congo démocratique, la communauté du football du Congo, a pu faire élire les membres de sa fédération pour une durée de 4 ans à travers les tests qui se sont librement donnés et qu'il n'y avait aucune ingérence d'un tiers, car vous savez très bien que la FIFA, la CAF ne tolère pas l'ingérence des tiers dans les affaires d'une association. Le président de la Fédération béninoise de football en appelle à l'unité autour du président Constant Marie. Avec la certification de la CAF et de la FIFA, le comité exécutif de la FECOFA peut valablement gérer le football congolais. C'est une discipline qui mérite sa place aux côtés d'autres en République démocratique du Congo, les Nzango, qui est une discipline purement congolaise, connaîtra, une série de rencontres, sa deuxième édition de la Coupe du Congo. Pour le mois de juin, la fédération se prépare déjà à la compétition marquant l'indépendance de la République démocratique du Congo qui se tiendra à Kinshasa. Dans nos éditions à venir, nous vous proposons l'interview de la première vice-présidente, Madame Monique Mbombo, s'est entretenue avec Naye Ilambouchi. Et puis la famille Likoulia annonce aux amis et connaissances qu'une messe d'action de grâce sera célébrée ce jeudi à 18h45 en la paroisse du Sacré-Cœur en mémoire d'Aimé Likoulia Bakoumi, décédé il y a près de 40 jours à Paris. Ces communiqués tient lieu de faire part, signé par Claudien Likoulia Lifoma. Voilà, merci de l'attention que vous nous avez accordée. N'oubliez pas de suivre la suite de l'information en continu sur www.antennatv.com. Je vous remercie donc de l'attention que vous nous avez accordée et je vous laisse suivre la revue de presse dans une sélection et commentaires de Patricia Molengo Molekuni. Bonsoir.
Bonsoir. Les Congolais exigent la transparence au sujet du projet d'accord de Kampala, annonce le phare paru ce mercredi 29 mai 2013. Pour le quotidien, au-delà de la controverse qui s'anime autour de son authenticité, le document fait hérisser le poil de plus d'un patriote congolais au regard d'inacceptables concessions que devrait faire le pouvoir en place à Kinshasa à une bande d'individus coupables de crimes contre l'humanité. D'après les sources du journal, le projet d'accord de Kampala est appelé à sanctionner le nouveau deal politique entre les autorités congolaises et le rebelle du mouvement du 23 mars. Entre-temps, la tempête de tropiques parle du retour de la paix dans l'est de la RDC, mais le gouvernement congolais attend la proposition finale de la médiation ougandaise. La prospérité parle du même sujet en indiquant que pour ce qui est de la conclusion de pourparlers de Kampala, Kinshasa attend le signal de la médiation devant sanctionner la fin de pourparlers. La paix à l'Est encore et toujours, la référence plus rapporte plutôt la proposition du chef de l'État tanzanien qui propose à se comptable sur le dialogue inter-rwandais, inter-congolais et inter-ougandais. Pour Jakaya Kikwete, président tanzanien, il n'y a pas de paix durable sans négociation. Réagissons à la proposition faite par le président tanzanien, Louise Mushikiwabo, ministre rwandais des Affaires étrangères, parle d'une aberration, affiche Forum de Zas dans sa manchette. Pour Louise Mushikiwabo, dialoguer avec les FDLR, c'est une aberrante et pourtant ils sont des compatriotes rwandais. La ministre rwandaise poursuit en disant que les déclarations du président tanzanien montrent qu'il est ignorant de l'histoire du Rwanda, d'où il n'est donc pas question de rencontrer les criminels de cet acabit, a-t-elle martelé. Demain, le Congo de son côté signale que Ban Ki-moon sauve le 1-23 et enterre l'opposition non armée alors qu'on le croyait moribond. Et puis, dans la perspective de déploiement de la brigade spéciale, le ministre congolais de la Défense demande aux groupes armés de déposer les armes, signale l'observateur. Alexandre Lubatambo a estimé que ces groupes armés devraient se rendre pour éviter des victimes collatérales. Quant au 1-23, le ministre de la Défense a affirmé qu'il est temps que le mouvement songe à son auto-dissolution. Les guides a pour sa part évoqué le sujet du porte-parole de l'opposition. Pour ce qui est de la désignation du porte-parole, le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, a annoncé qu'il y aura la tenue d'une réunion le 31 mai prochain avec le président du groupe parlementaire de l'opposition afin qu'un chronogramme soit élaboré, rapporte le quotidien. Le Dépêche de Brazzaville ont relayé la même information en rapportant que le débat sur la désignation du porte-parole de l'opposition est relancé et la réunion convoquée le 31 mai va permettre de traiter la question avec le groupe parlementaire concerné. Enfin, pour le Malébo,